La richesse de la RDC ne se limite pas seulement à l'est du pays. Là où apparaissent sur la carte l'or, les coltans, les cuivres, les cobaltes, les thym ou encore les manganèses. Derrière ces minéraux bien connus, il existe bien d'autres trésors largement ignorés par la population et souvent accaparés par certains dirigeants pour leurs intérêts personnels. Le pétrole, les charbons et voire même l'uranium. C'est ce qu'on appelle les ressources énergétiques. Prenons l'exemple de Moanda, dans le Congo central. Cette province riche en pétrole devait être l'une des plus prospères du pays, ce qu'on appelle souvent Dubaï du Congo. Pourtant, sa population souffre 10 fois plus que d'autres régions et presque personne ne bénéficie réellement de ces richesses. Mais pourquoi? Pendant ce temps, en Arabie Saoudite, là où je me trouve actuellement, ou encore au Qatar, leurs voisins, le pétrole a permis de bâtir des nations modernes et d'offrir à leurs citoyens des avantages incroyables, au point que chaque naissance est associée à des droits ou des aides substantielles. Si Moanda avait été gérée avec la même vision, elle pourrait être aujourd'hui Dubaï de la RDC. Et pourtant, beaucoup de Congolais ne savent même pas situer Moanda sur la carte. Alors, qui profite réellement de ces Dubaï congolais et détourne l'argent qui devait transformer la vie des habitants? Mes amis, prenons 5 minutes pour comprendre comment est-ce qu'on peut développer Moanda. Ici, je me trouve à Dubaï, comme vous êtes en train de voir. Je ne suis pas venu pour prendre des simples photos ou faire des vidéos touristiques, mais pour comprendre comment ils ont bâti un pays entier grâce au départ du pétrole. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez ceci. Un de nos frères, parti de Kinshasa, a voulu découvrir qui bénéficie réellement du pétrole de Moanda. Cette richesse qui devrait profiter à la RDC, malheureusement, il a été interpellé par la police de Moanda sur l'ordre, selon plusieurs témoignages locaux, des multinationales françaises, Perenco. Mais qui est réellement Perenco? Nous reviendrons sur cette histoire, mais d'abord parlons de Dubaï, devenu aujourd'hui un véritable paradis sur terre, alors que le pétrole congolais, lui, a souvent été laissé comme un cadeau aux intérêts étrangers, au détriment du développement de notre propre pays. Entre 1950 et 1960, à l'époque où la RDC s'est préparée à obtenir son indépendance, avant le pétrole, Dubaï vivait de la pêche aux perles et du commerce maritime. La découverte du pétrole en 1966, champ offshore de Fatai, a bouleversé son économie. Les premiers revenus pétroliers, c'était vers décembre 1960, disons vers la fin de 1960. Ça leur a permis de construire des routes, des écoles, des hôpitaux et des ports modernes. Donc, c'est là qu'ils ont vu l'importance de leur richesse et directement, ils ont agi. Leur richesse, c'est le pétrole. Pour leurs voisins, les Qatar. Là-bas, le pétrole a été découvert en 1939 à Doukan. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que son exploitation a commencé, apportant des revenus considérables. Dans les années 1970, le Qatar a commencé à développer son immense réserve de gaz naturel dans le North Field, qui deviendra la plus grande au monde. Les pétrodollars ont financé des villes modernes à Dubaï. Cela a permis la construction d'autoroutes, des quartiers résidentiels planifiés et du port de Jebel Ali, ouvert en 1979, aujourd'hui l'un des plus grands au monde. Au Qatar, Doha a été transformée en une capitale moderne des gratte-ciels, des routes larges et des systèmes d'eau et d'électricité avancés. Aujourd'hui, les habitants de ces pays sont libérés. Les deux pays ont créé des écoles publiques gratuites, des universités internationales, Education City à Doha, et des hôpitaux de pointe, attirant des experts étrangers. Écoutez bien, ils ont compris très tôt que le pétrole n'est pas éternel. Comme la RDC, les dirigeants pensent que leurs richesses sont éternelles. Voilà pourquoi la RDC d'ailleurs prie beaucoup. Dubaï
Sous la vision du cheikh Rachid Ben Sahed Al Maktoum, Dubaï a investi dans le commerce, l'aviation, création des Emirates Airlines en 1985. Le tourisme et l'immobilier, Burj Khalifa, Palm El Jumeirah. Aujourd'hui, moins de 5% du PIB de Dubaï provient du pétrole. Au Qatar, en plus du gaz naturel liquéfié, GNL, le Qatar a investi dans l'éducation, les sports. D'ailleurs, la Coupe du Monde FIFA 2022, les médias Al Jazeera et les fonds souverains Qatar Investment Authority, qui détient des parts dans Volkswagen, Barclays et des immeubles prestigieux à Paris, et voire même à Londres. Dubaï s'est positionné comme un hub mondial du commerce et du transport, reliant l'Europe, l'Asie et voire même l'Afrique. Emirates Airlines et Dubai International Financial en sont des symboles. Ces États ont planifié sur des décennies et réinvesti les revenus pétroliers dans les secteurs productifs. Avec l'argent seulement du pétrole, voici leurs avantages. Les gouvernements offrent effectivement à de nombreuses familles qataries des avantages fonciers, terrains ou aides pour construire une maison. Lorsque l'enfant atteint l'âge adulte ou au moment du mariage, il a directement son terrain ou encore des aides qui pourront l'aider à bâtir sa vie facilement. Le réel but derrière tout ça, c'est de renforcer la stabilité familiale et inciter les citoyens à rester au Qatar, dans un pays où les Qatariens sont une petite minorité. Les écoles publiques. L'enseignement primaire et secondaire pour les citoyens qataris est entièrement gratuit et financé par l'État. Haute sécurité financière. Les Qataris bénéficient des salaires élevés dans les secteurs publics, des subventions sur l'électricité, l'eau et même les carburants, ce qui réduit leur pression économique. Nous allons maintenant savoir comment un pays riche en ressources naturelles, comme la RDC, n'arrive pas à se positionner même en Afrique centrale. En 2022, j'ai passé plus d'un mois au Congo central, plus précisément à Mwanda. Mais la vie de cette partie de la population ne m'avait pas plu. Pas d'électricité au Mwanda. Dans les 1 mois vécu là-bas, j'ai vu le courant 3 fois pendant mon séjour de 35 jours. Je partais puiser de l'eau chez les voisins. Pourtant, nous avons l'océan. Et pire encore, je devais payer un petit montant pour avoir de l'eau dans une ville qui pourrait être aujourd'hui comparée à Dubaï. Citoyens congolais, dans la constitution, il y a des droits. La constitution dit qu'il faut citoyens congolais dans la main ya malamu, dans la courant ya malamu, dans la mostala ya malamu. Bon côté. Alors, nous sommes des politiciens. Nous sommes des politiciens. Nali pe na campagne électorale te na yepe ko candidater wa te donc na yeko luka ba fond la binote tous et là ko la monde des nini peranko ba signer na l'état congolais contrat moko boya malonga te na contrat to signer na peranko to pesa to kabela peranko de pétrole na biso na contrat biso to signer na peranko na kati ya contrat wana peranko ali pe na obligation makasi te donc peranko akoma propriétaire et pétrole au Yabana Mwanda. Pourquoi ils ont la plus grande richesse au monde, mais ils sont toujours comme en 1960? Selon les informations, les gouvernements congolais ont partagé leur pétrole avec Perenco. Donc, cette entreprise, il est aujourd'hui comme propriétaire de notre pétrole à Mwanda. Et il paye un petit montant aux dirigeants pour continuer de voler. Mais en regardant ces images, vous comprenez directement que cette province vit dans la précarité et dans la souffrance. Regardez seulement les constructions. Tout ça montre que le gouvernement congolais a vraiment négligé sa population. La jeunesse de cette province n'ont pas de boulot. Et malheureusement, les dirigeants de ces pays oublient que le pétrole n'est pas éternel, comme je l'avais dit avant. Et c'est les Congolais qui sortiront perdants. Malheureusement, les dirigeants qui sont en train de l'idée ou encore de diriger actuellement ne seront plus là. Est-ce que réellement le Mwanda peut se développer? Quant à moi, je dirais que c'est très difficile. Pourquoi? Premièrement, les gisements de Mwanda, exploités surtout par Perenco,
produit environ 25 000 barils par jour, ce qui est minime comparé au Qatar, plus de 1,5 million de barils par jour en équivalence pétrole et gaz. Deuxièmement, fonds détournés. Les revenus pétroliers ne sont pas toujours réinvestis localement. Des rapports d'ONG et d'institutions comme l'ITI signalent des pertes liées à la corruption, aux contrats opaques et à la mauvaise gestion. Exemple, les 40% des redevances qui devraient revenir aux provinces productrices sont souvent versées en retard ou jamais distribuées, laissant Moanda sous-équipés en route, hôpitaux et écoles. Et aussi accès difficile. Moanda est mal connecté au reste du pays. Les routes sont dégradées. Les infrastructures portuaires ou électriques ne suivent pas. Dubaï a utilisé les pétrodollars pour créer des ports mondiaux et des hubs aériennes, Jebel Ali ou encore Emirates Airlines. Moanda n'a pas bénéficié d'un tel plan stratégique. Manque de vision à long terme. Contrairement au Qatar ou aux Émirats qui ont adopté les plans de développement Vision 2030, Vision 2040, la RDC n'a pas eu de feuille de route durable pour son secteur pétrolier. Communauté marginalisée. Les habitants de Moanda se plaignent souvent de ne pas voir les bénéfices du pétrole extrait de leurs terres. Tensions sociales. Des grèves et manifestations ont parfois éclaté pour réclamer plus de redevances et des projets sociaux. Comparaison au Qatar, le gouvernement redistribue directement aux citoyens natifs des aides financières, des logements et des services gratuits. Absence de diversification. Le pétrole de Moanda n'a pas été utilisé pour lancer une transformation économique locale. Industrie, tourisme, éducation et autres. Investissement étranger sous contrôle. Perenco et d'autres exploitants captent une grande partie des bénéfices et les négociations contractuelles ont souvent été défavorables à l'État congolais. Transparence et bonne gouvernance. Publier les contrats pétroliers, applique les normes ITIE et assurer que les 40% des redevances parviennent réellement à Congo central. Plan de développement local. Créer un fonds dédié aux infrastructures de Moanda, routes, hôpitaux, écoles et autres. Stabilité politique. Les institutions fortes et un environnement sécurisé encourageraient davantage d'investissements locaux. Ceux qui aiment insulter vont venir dire que vous ne pouvez pas comparer la RDC au Qatar. Mais comparer la RDC au Qatar, c'est insulter la RDC, puisque la richesse de la RDC est x50 que le Qatar. Bref, je ne suis pas là pour faire la fécodie. Déjà, la différence entre Moanda et des modèles comme Dubaï ou Doha ne tient pas seulement au volume de pétrole, mais surtout à la vision stratégique, à la gouvernance et à la redistribution équitable des richesses. En RDC, nous manquons cruellement des dirigeants porteurs d'une vision stratégique. La gouvernance est trop souvent minée par la corruption. Et la notion même de redistribution équitable des richesses semble inexistante. Pire encore, lorsque tu expliques à certains compatriotes qu'en tant que Congolais, ils devraient bénéficier des soins de santé gratuits, d'une éducation gratuite et même d'une part des terres, ils te raillent ou encore t'insultent des Rwandais. Ces problèmes ne viennent donc pas seulement du sommet. La mentalité collective doit aussi évoluer. Sans aucun changement profond, la RDC ne sera pas seulement pauvre, il risque aussi de perdre ses richesses, gaspillées au profit des dirigeants adulés aveuglément pour des raisons ethniques au lieu d'être tenus responsables de leurs actes. Fortify se trouve actuellement à Moanda. Sa mission, aider cette population à comprendre qu'elle est trompée. Dans cette région, 90% d'habitants vivent au chômage, sans infrastructures dignes, décennant, privés d'électricité et d'eau potable. Nous lui souhaitons bon courage dans ces combats, car une chose est certaine, nous ne pouvons plus laisser les dirigeants mener ces combats seuls. Nous, citoyens, journalistes, artistes, devons aussi participer pour qu'un jour, notre pays connaisse une véritable délivrance. Et cette délivrance n'est pas seulement spirituelle dans les églises. Elle doit d'abord naître dans nos esprits et nos mentalités. Ce combat n'est d'ailleurs pas uniquement congolais, il est africain. Un Sud-Africain a le même droit de profiter des richesses de son continent qu'un Congolais, un Burkinabé ou un Éthiopien. Pourquoi en Europe est-il normal de voyager de France en Belgique sans visa, alors qu'en Afrique,
Cela paraît irréel. Réveillons-nous, les peuples africains. Il est temps de mettre fin à la haine et de bâtir l'unité. Un Congolais peut réussir en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Un Burkinabé peut vivre et être respecté au Kenya, en Éthiopie. Nous devons croire en notre propre Afrique, au lieu de ne rêver que de la France ou des États-Unis. Voici ce qui est arrivé hier en Tunisie. Plus de 54 Africains subsahariens sont morts. On voulait traverser pour chercher l'Eldorado en Europe. Ils avaient cru tromper les destins. Ces garçons et ces filles de Kinshasa avaient plié leurs rêves dans des vieux sacs de voyage, avaient franchi le Sahara et la mer des Dônes pour atteindre la Tunisie. Dans leurs yeux, l'Italie brillait comme une promesse d'Eldorado. Un pays où l'on travaille, où l'on envoie de l'argent à sa mère, où l'on construit enfin une vie digne. Ils étaient 54 à bord. Les moteurs du petit bateau ronronnaient comme une berceuse fragile. Sur la mer, leur voix s'est mêlée au vent. On va y arriver. Une fois en Italie, j'enverrai des photos à maman. Certains gardaient le silence. Hypnotisés par l'horizon, d'autres serraient une main. Comme pour retenir la peur, leur rire discret cachait une fatigue vieille comme leur vie. Fatigue d'un continent qui n'avait pas su leur offrir un lendemain. Mais la Méditerranée ne pardonne pas. Les vents qui s'élevèrent cette nuit-là étaient d'une violence qu'aucun d'eux n'avait jamais connue. Des vagues noires, hautes comme des murailles, engloutirent leurs espoirs. Les cris se perdirent dans les rugissements de l'eau. L'Afrique qu'ils avaient voulu fuir paraissait soudain si proche et pourtant infiniment lointaine. Au matin, seuls 15 survivants flottaient encore, accrochés à des débris, les lèvres fendilées par le sel. 2 jours durant, à lutter contre la mer et contre l'oubli. Les pêcheurs tunisiens les trouvèrent enfin tremblants et muets, porteurs d'une tragédie que personne n'avait voulu voir. Les autres ne sont plus. Leur courage n'a pas suffi à franchir la frontière invisible entre les rêves et la mort. La mer garde leur nom, leurs secrets et les promesses qu'ils n'ont jamais pu tenir. Et pourtant, cette histoire ne leur appartient pas seule. Elle accuse, elle désigne les dirigeants d'un continent qui laisse partir ses enfants, faute de travail, d'eau, d'électricité, d'un avenir, pendant qu'ils signent des accords et posent pour des photos. Vos enfants se noient, loin de chez eux, parce qu'on ne leur a pas donné la moindre chance. Paix à leurs âmes, mais que chaque goutte de cette mer soit un rappel amer, tant que l'Afrique ne donnera pas à ses enfants une place où vivre. D'autres embarqueront, d'autres disparaîtront. C'était Tout fait s'actu. Pourtant, nous pouvons créer l'Eldorado en Afrique. Rassure-toi de t'abonner sur Tout fait s'actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.